for the lead. Long, Looney tip, no. Looney, yes! Looney, yes! The Warriors win! And your joy is full. On y est, le début de saison 2023-2024 arrive et à Splash Pod, on est à la fois hyper excité, impatient, bouillant pour la reprise de la NBA et surtout nos Warriors. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le grand jour avec la grande preview de la saison de Golden State et nos pronostics, le tout en 2 épisodes. Pour vous dire quels sont les enjeux de cette nouvelle saison, l'équipe de Splash Pod s'agrandit encore un peu plus, puisque Thomas a enfin pu se libérer et c'est donc sa première. On applaudit Thomas pour sa première. Merci. Heureux de participer à la mission. C'est un grand plaisir d'être parmi vous et pour partager ce moment sur la preview en plus pour la nouvelle saison. Comme tu disais, souvent dans le vestiaire, souvent au bord du terrain, mais là les baskets sont mises et je suis prêt à rentrer sur le terrain. Trop bien, ça fait plaisir en tout cas. Parmi nous, depuis sa campagne lyonnaise, elle a des posters de Kuminga partout dans sa chambre. Mathilde et des nôtres, comment ça va ? Ça va super, on est là, hyper impatiente pour le début de saison et ce petit épisode, ça nous lance la saison. Yes, ça arrive. L'homme à la palette tactique aussi large que nos shooters, Adrien est toujours là pour notre plus grand plaisir. Comment tu vas ? Super. En forme pour cette nouvelle épisode et puis on va essayer de répondre aux attentes de la fanbase parce que là on doit annoncer des choses. Yes, clairement. Et enfin, il enchaîne les titularisations avec une facilité déconcertante. Martin, aka Warriors Area FR, est avec nous. T'es chaud pour la preview ? Salut à tous, à fond dans cette preview. Et c'est vraiment un plaisir de toujours être parmi vous dans le pod. Et voilà, hâte que ça commence. La hype commence à monter au top. Très fort, oui. L'équipe est au complet. Sans plus attendre, il est urgent de se plonger dans la grande preview des Warriors. Splash Pod, saison 1, épisode 6, première partie. Let's go. You can feel in the Bay Area the energy, the love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town, it's all Warriors ground. It's all Dub Nation. La saison NBA 2023-2024 démarre dans moins de 10 jours, et il est grand temps de se pencher sur ce qui attend nos Warriors. Après une année compliquée qui a vu Golden State rendre sa couronne en demi-finale de conférence contre les Lakers, est-ce que ce nouveau roster justement va permettre aux Warriors d'être de nouveau des contenders ? Faisons le point sur l'effectif pour la saison à venir. Poste 1, meneur de jeu. On a Steph Curry bien sûr en titulaire, Chris Paul et Corey Joseph. Poste 2, arrière. On a Klay Thompson, Gary Payton II en backup, Brandon Podziemski en troisième arrière et Lester Quinones en two-way. Poste 3, ailier. Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, mon petit chouchou, et Moses Moody. Poste 4, ailier fort. Alors on va retrouver Draymond Green, Dario Saric et on va rajouter également Rudy Gay. Oui, qu'on précise qu'au passage, il a un contrat qui est non garanti, mais on imagine que d'ici là, son contrat sera garanti, justement. Et enfin, poste 5 dans nos pivots sous-dimensionnés, Kevin Looney, Tress Jackson-Davis et Ousmane Garouba. Et donc, pour les départs, on va faire nos adieux, notamment à Dante DiVincenzo, qui va aller croquer la Big Apple à New York et le temps de jeu d'Evan Fournier. Si, il y en avait déjà plus de temps de jeu. Ouais. Où est-ce qu'il en reste, plutôt ? D'ailleurs, il a joué en pré-saison Evan Fournier. On le salue d'ailleurs. Exceptionnel. 21 minutes, j'espère qu'il va se faire trader. Jordan Poole, lui, il va réconcilier les démocrates et républicains à Washington en la compagnie de PBJ et Ryan Rollins. Ty Jerome, et je le cite, va défendre sur plusieurs positions à Cleveland. C'est le déclat habituel du début de saison. Tout le monde défend dur. Jean-Michel Green n'est plus dans la ligue et c'est une bonne chose. Oh, C'est salaud. C'est dur. C'est dur. Et quant à Anthony Lamb, il rejoint l'Australie. On appelle ça une Polanski dans le métier. Waouh. Et enfin, il fallait qu'on l'évoque sur un ton un peu plus sérieux. André Iguodala n'est pas présent au camp d'entraînement, ce qui veut dire que Iggy Pop va prendre enfin sa retraite. C'est une légende absolue qui quitte les Warriors. L'équipe, comment vous avez envie de rendre hommage au MVP des finales 2015 ?
Moi, ce que j'ai envie de dire sur Iggy, c'est que c'est un peu la tête d'affiche d'une révolution en NBA, dans le sens où ça a été le 5e homme du Death Lineup, donc avec Steph, Clay, Draymond et KD. Et quand on a joué Small Ball, et voilà, c'est un peu ce joueur qui, pour moi, caractérise ce type de jeu, parce que il a été repositionné en sortie de banc par Steve Kerr, et du coup, après, sur les fins de match en Small Ball, c'était ce qui a provoqué des gros blowouts, comme on dit. Donc, moi, je penserais à ça quand je pense à Iggy. Très bien, qui va enchaîner? Ouais, pour rebondir un peu sur ce que Martin disait, au-delà de symbole du joueur qui va rentrer dans ce fameux 5 de départ, dans ce fameux 5 plutôt, qui a fait tant peur à beaucoup d'équipes, il va être celui aussi qui à un moment donné va impulser un peu l'état d'esprit de cette équipe des Dubs. Il faut se souvenir que quand Steve Kerr en fait arrive en 2014, quand il reprend l'équipe, c'est un cadre incontournable, Iggy. Et il a fallu, c'est une des premières grandes choses qu'a fait Kerr en reprenant l'équipe, c'est essayer de faire comprendre à Iggy qu'il fallait qu'il passe du 5 de départ à commencer sur le banc. Et ça, c'est un travail, c'est un cheminement qui a été compliqué à faire pour Iguodala. Même s'il l'a jamais vraiment dit, il a souvent quand même déclaré que intérieurement, en fait, quand il s'est retrouvé sur le banc, il a eu mal, que pour lui, ça avait été un déclassement en fait de se retrouver sur le banc. Et malgré tout, il a jamais eu d'état d'âme. Il a toujours gardé le smile et puis il a toujours gardé un état d'esprit positif. Et je pense que c'est ce qui a inculqué aussi tout ça à l'équipe par la suite. Il a servi d'exemple en fait en quelque sorte, et ça a mis Steve Kerr sur les rails pour le début de sa carrière de coach. Ah, clairement, c'est l'esprit incarné de Strategic Numbers. Pour moi, c'est exactement ça. Iggy, c'est le vet parfait pour moi. Il les a tous guidés, que ça soit pour Steph, pour Dre, et même après plus tard pour Wiggins. La façon dont il l'a coaché presque, on peut dire, c'est le vétéran juste parfait dans un vestiaire. Ouais, même sur son deuxième passage, quoi, quand il est revenu, il a encore joué son rôle de vraiment de vétéran à 100%, même quand il jouait moins. Donc ça, c'était vraiment top. Adé, t'as des choses à ajouter? Non. Bah après, moi, ce qui est drôle, c'est qu'avec Iggy, j'ai plein de souvenirs avant Warriors. Après Warriors, j'ai kiffé aussi, mais c'est surtout avant Warriors que à Philly, quoi. Ouais, à Philly, où j'ai kiffé ce joueur-là. Après Warriors, bah c'est vrai que il était ultra important, etc. Hein, comme vous l'avez très très bien souligné. Mais ouais, moi, il m'a plus marqué quand il était hors Warriors, on va dire, parce que je kiffais sa façon de jouer, il est ultra athlétique, il était assez polyvalent, etc. Donc et puis plus scoreur aussi au début. Ouais, c'était une sacrée machine. Ah oui, il a constamment changé de rôle, hein, parce que oui. À Philly, il est avec Allen Iverson, puis il se retrouve sans lui. C'est lui qui doit prendre le lead de l'équipe. En plus, il a les mêmes initiales que lui. C'était pas facile. Et c'est vrai. Ça a joué dans les têtes à l'époque. Ensuite, il part. Il part à Denver. À Denver, pardon. Il fait qu'une saison là-bas. Et ensuite, il vient chez nous, puis ensuite, il repart à Miami, il revient chez nous. Moi, ce que je retiens aussi d'Iggy, c'est un peu comme Mathilde, surtout sur le passage chez nous, c'est la sagesse. Et ensuite, en tant que joueur, c'est de la polyvalence, c'est un athlète moderne, quoi, vraiment. Ses mains, il est trop fort. Ne driblez pas à côté d'André Iguodala. Ouais, non, parce que Steph Curry s'en est fait piquer un final MVP d'ailleurs. Il a dû dribbler un peu trop près de lui. Celle-ci, c'était obligé d'en parler. Et j'aime bien sa façon de penser aussi à Iggy. Sur Twitter, c'est que des tweets cryptiques, on comprend jamais ce qu'il veut dire, mais même en conférence de presse, tout ça, il y a toujours une pensée un peu différente qui sort du moule. C'est pas les poncifs figure out ou lock in, quoi. Je sais pas, il y a toujours une pensée intéressante. C'est pas pour rien qu'il a un podcast d'ailleurs. Ouais, le pod avec Evan Turner, je crois. Enfin, ouais, je crois ça. Oh oui, alors lui. Et Maillot Ciré, les gars. Oh voilà, la fameuse question. Évidemment. Je pense que oui, à 99%. À 100%. Ouais, il a gagné un, voilà. Iggy, du coup, il a 39 ans cette année. C'est 4 titres de champion. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, un Final MVP et une fois All-Star quand même. Ouais.
Avec les Et Sixers. plus, c'est et deux plus tout ce qu'on a fois- expliqué avant, tout ce qu'il a représenté et tout ce qu'il représente pour la Bay Area. Ça aurait été génial de l'avoir comme adjoint, mais je pense que sa retraite se fait loin du basket. Ouais, avec une balle qui sera un peu plus petite. Oui, il est, il est très business, penché très business à mon avis, et sur le golf. Et une petite anecdote Fini. encore sur lui. En fait, il avait expliqué que quand il jouait à Philadelphie, en fait, pour lui, les Sixers, pour lui, le basket, c'était un travail. En fait, il expliquait qu'il bossait, il bossait, et c'était vraiment pour lui, c'était son métier, et il prenait quasiment pas de plaisir en fait dans le jeu. Et il explique qu'en fait, c'est en jouant une fois contre les Warriors de Steph et de Clay qui Il a s'aperçoit compris. en fait qu'en face, les joueurs prennent énormément de plaisir. Il voit qu'ils ont une énorme confiance en eux parce qu'ils ont beaucoup de liberté dans leur jeu, et il sort de ce match en se disant mais c'est ça que je veux faire. Et c'est ça, c'est ce basket-là que j'ai envie de jouer. Et il explique que le jour où il a eu la possibilité du coup d'arriver dans cette équipe, c'était pour lui quelque chose de vraiment un sentiment assez fort. Exactement, oui, il s'est senti libéré, je pense. Il y a eu un déclic. Je pense qu'on a fini là-dessus. Merci Guy, légende à jamais, maillot retiré. Au revoir champion. This year's Bill Russell MVP, Andre Iguodala. On va pouvoir passer directement maintenant à la saison 2023-2024 avec l'articulation de l'effectif. On va se mettre un peu dans la tête de Steve Kerr parce qu'on a 240 minutes à partager entre les joueurs. Alors pour commencer, quel est le 5 majeur, sachant qu'on a 6 starters d'après notre coach? Alors, Eh bien, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Higgins, Draymond Green et Kevin Looney. Je pense qu'on est assez unanime là-dessus, non? quelqu'un a une objection? Peut-être pas. Thomas, t'es sûr? Je valide. Ah, c'est validé, c'est validé. Elle l'a dit sans trembler du menton. Quand même, le 5 avec le meilleur net rating de la ligue, on ne pouvait pas le changer quand même. Clairement. Du coup, c'est à 100% pour ce 5. C'est bien évidemment hors blessure et ajustement en fonction de l'adversaire. Ça, on verra au cours de la saison, mais je pense pas qu'on puisse changer le meilleur 5 depuis 2 ans en net rating. Ça marche trop bien. Après, voilà, comme ce sera de l'articulation en fonction des absences. Mais pour moi, quand tout le monde est à 100%, il y a nos discussions, quoi. On est d'accord. Du coup, c'est fait. Sur le 5 majeur, maintenant, qui rentre dans les premières rotations? Moi, j'avais une Chris théorie Paul. sur ça. Oula. Développe ta théorie. Ma théorie, c'était que selon le match, donc c'est-à-dire si jamais on prend des fautes, par exemple Steph prend une ou 2 fautes, ou Clay prend une ou 2 fautes, ça soit plus Chris Paul qui rentre. Et si jamais c'est Wiggins, Dre ou Looney qui prend des fautes assez rapidement, que ça soit Jonathan Kuminga qui rentre dans les premières minutes. Voilà, donc un des deux au choix. C'est ce qui paraît plausible. Hein. On est d'accord que c'est le 6 et le 7e homme. Oui, voilà, oui. Oui. Après, on peut dire, sinon, après, il pourrait avoir Saric en 7,5, on va dire, parce que selon, on va dire, si tu joues une équipe qui joue avec 2 intérieurs ou non, tu Après, pourrais l'intégrer, mais pour moi, c'est les deux plus importants sont Kuminga et Paul. Enfin, les 2 premiers à rentrer sur le terrain. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, je pense que sauf gros poste 5 adverse ou vraiment où on doit vraiment fermer la raquette, je pense que ce sera quoi qu'il arrive CP3 qui rentrera. Mais après, en ajustement, ça peut être Kuminga ou du Saric, mais je pense que ce sera 80% du temps, ce sera Chris Paul qui rentrera en premier. Et du coup, qui sort en premier? Dans une rotation classique, Clay. tu veux dire? Classique. Clay. Pour moi, c'est Klay Thompson parce que Clay, il rentre direct en début de deuxième. Il démarre le deuxième. Donc, moi, je porte Clay et Looney, je pense. Et après, Looney par peut-être Saric ou JK, mais bon, j'en sais. Enfin, Thomas, ça il veut Dre qui sort. Non, pas forcément. Et puis, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que Martin disait tout à l'heure dans le sens où, comme annoncé au départ, dès le Media Day, on a dit qu'il y avait 6 titulaires. Donc, quand on prend le 5 majeur qu'on a annoncé tout à l'heure, le 6e, c'est CP3. Et je pense que rien que d'un point de vue management, s'il y a pas de contrainte au niveau du jeu, au niveau du match, c'est lui qui rentrera en premier.
certainement à la place de Clay, mais est-ce qu'à un moment donné, il y aurait pas la tentation de sortir Loon pour faire rentrer Aussi. très rapidement à 5 très petits, quoi. Aussi. C'est bien possible avec Steve Kerr. C'est pas impossible, je pense. Clairement. Personne n'a cité GP2. Bah, Non. plus tard. GP2, ouais, moi je pense que c'est plus tard parce que enfin après on va voir si on récupère vraiment le GP2 de l'année du On va le titre en récupérer. 2022 et on espère tous. Mais même si c'est ce GP2 là, en fait, comme on a Chris Paul qui est vraiment un joueur ultra établi. Je pense il y a pas de discussion parce qu'à l'époque c'était Jordan Poole qui startait en plus, donc on était obligé d'apporter de la défense rapidement, donc c'est pour ça qu'on faisait rentrer rapidement GP2. Là, bon, c'est vrai que on peut rapporter de la défense, mais je pense que non, ce sera pas GP2 qui rentrera rapidement. Ok, très bien. Maintenant, qui démarre le second et le quatrième quart-temps, notamment à côté de CP3? Tu veux le 5 ou... Enfin, le guard, juste le guard. Ouais, tu peux y aller. Bah ouais, ce sera, je pense... Ah, quoique Clay, il joue tout le temps les 2 buts de quatrième. Ouais. J'ai un doute. Souvent, il démarre le 2 et le 4. Hein. Ouais. Oui, 2 et 4, mais... Oui, Parce que c'est vrai que En sinon, tout cas, ça sur le ferait... deuxième quart-temps. Normalement, on est d'accord que CP3 ferait les 3-4 minutes que Curry ne joue pas. Oui. Oui. Ne joue pas. Donc, si on prend les line-up classiques, ce serait Clay. Il me semble que Wiggins aussi est là, dès le début. Mais là, moi, je verrais plutôt, du coup, pas Wiggins, du coup. Je Non, verrais ouais, plutôt parce que- JK Moody. avec. Ouais, Ah, JK, non. moi je vois bien JK Moody avec Pour le début du Clay, quatrième. CP3 et derrière Saric. Donc, on jouerait small ball. Bah, moi, je avec remettrais JK et Loon au Saric, début quoi. du deuxième. Ah ouais, ou peut-être Looney, ouais. Ouais, non, Ouais. t'as raison, Looney. Ouais, t'as raison. Je pense aussi que Staff va éviter de faire jouer, surtout au début de match comme ça, Moody et Kuminga en même temps sur le plancher. Oui, Ok. ça Je c'est. pense qu'ils vont plutôt essayer de Wiggs, limiter alors. un maximum le nombre de minutes où les deux seront sur le terrain ensemble. Pourquoi? Parce que ça manque trop d'expérience. Parce que je trouve que moi c'est plutôt compatible dans le jeu avec Moody qui écarte et JK Oui, clairement. qui Mais drive. bon, avec le passif qu'on a, nous, avec nos jeunes. Ouais, Moi, ouais, j'aimerais bien les mettre ensemble justement pour qu'ils développent une alchimie, les deux. ouais, je Parce suis que du même dans avis, le, moi. dans le but, c'est qu'au bout d'un moment, ils prennent de plus en plus de minutes, ces deux-là. Donc, Ouais, ils mais ils jouent jouent pas ensemble. forcément ensemble. J'imagine pas qu'on les fasse jouer ensemble comme ça en début de saison. Après, ça, c'est des rotations qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la saison. Ouais. Et ça dépendra notamment surtout du bilan. Donc c'est pour ça, je pense que jurisprudence de la saison dernière, on va essayer d'engranger un maximum de victoires en début de saison pour se mettre vraiment dans les meilleures conditions pour la suite de la saison. Et je vois le staff assez prudent en fait sur les premières journées. Du coup, vous mettez Wiggs à la place de Moody. Bah, moi, le problème, c'est que Wiggs, souvent, c'est celui qui sort en dernier parmi les Ouais. titulaires. Ou il y a Steph aussi, mais Juste avant Steph, ouais. mais là, en plus, on l'a vu sur le. Bon, c'est un match de pré-saison, ça n'a pas plus d'importance que ça. Mais voilà, c'était Wiggins qui est resté 1 ou 2 minutes avec la sortie de banc. Et je pense que Wiggins, ouais, c'est lui qui reste le plus longtemps. Donc, je pense qu'il sera en décalé par rapport à la second unit. Mais après, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je pense, quoi. Donc, Bah, ça se trouve, ils vont faire Chris Paul. Chris On la garde au Paul, montage, GP2. Ouais. Non, mais parce que CP3 et GP2 à enchaîner, c'est très chiant. Donc, Chris Paul, GP2 et Clay, hein, pour démarrer. Et après, tu mets genre Kuminga et Loon. si on part du principe que ouais, on fait pas jouer Moody et JK, c'est ça, quoi. Bah, moi, par contre, je pense pas que Kerr s'aventurera à mettre Looney, JK et Gary Payton. Je Bah, pense C'est que pour si ça que tu- moi, j'avais plutôt Moody pour avoir plus de spacing, mais... Je pense que si tu peux faire cette line-up, mais tu rajoutes Saric, C'est ça. et je trouve que si tu tiens tes 1 contre 1, en défense au niveau de l'extérieur, bah en attaque ça peut être très fun. Donc ouais, donc ça tu te veut fais dire défoncer Bien, à cette idée. l'intérieur, par contre. ça veut dire que Bah, si... oui et Ouais, non. vas-y. Enfin, ça dépend contre qui tu joues, mais aujourd'hui le problème c'est que personne ne joue à l'intérieur. T'as 4 équipes en NBA, Ouais, dont c'est vrai, 3 t'as raison. dont 3 à l'est, Mm, qui sont on va dire les Sixers, Milwaukee et Cleveland.
Mais du coup, ça veut dire que donc si tu pars sur du Saric, ça veut dire que tu pars du principe Looney souvent il sort rapidement dans le premier quart-temps. Donc ça veut dire qu'on joue avec du Draymond en poste 5 encore quelques minutes et on fait rentrer Saric que à 3 minutes de la fin Pour moi, du pour premier moi, on quart. fait du small ball directement, ouais. Ouais, OK. Non mais ça se comprend. Et après Looney il rentre je sais pas milieu de deuxième ou à 7 minutes quoi. C'est plus cohérent de faire du small ball avec la seconde unité, ça c'est sûr. Ouais. T'auras forcément moins de puissance de feu en face qui pourra te faire mal au poste intérieur. À part Nasrid. À part Nasrid. Et du coup, qui termine les matchs? Le 5 des 5 dernières minutes. Steph, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Bah ouais, j'ai envie de dire. Sur un cas lambda, pas d'ajustement en fonction de Oui, l'adversaire. pas d'ajustement, genre Bah, qui l'aurait là en small tête. ball. Le small ball, Chris Paul, Steph, Clay, Higgins, Dre. Et après, s'il faut s'ajuster en fonction de s'il faut défendre intérieur ou s'il faut quand même rester grand, on va dire rester homogène en taille. Ah ouais, toi, mais... tu as vraiment pris la première au pied de la lettre la déclaration de Steve Kerr. On a cité. Bah, j'ai envie de dire, c'est les joueurs les plus expérimentés qui Ouais, non, et puis je les sais. plus forts intrinsèquement de l'équipe. Donc pour moi, c'est Wow, et puis ça reste. T'enlèves pas Loon de Ouais. l'équipe comme ça, oh. Oui, non, mais je veux dire, il y a Looney, mais tu comprends le truc, c'est que Looney, il finit pas beaucoup de matchs non plus. Sauf il est va capable d'en t'allumer là. finir. Looney, il est capable d'en finir des matchs, je Mais dis pas le évidemment. contraire. Il prend Mais tous les rebonds. Mais en fin de offensifs. match, il faut que t'aies quand même 4 mecs qui peuvent écarter le jeu, souvent. Comme Tout à fait. Draymond, il peut écarter quand même, mais il est qu'à 30-32% 3 points. Donc c'est pour ça que souvent Looney, il finit pas, sauf quand il y a besoin vraiment de rebonds. Et c'est Non mais pour je ça te que charrie, pense mais je suis que- d'accord, hein, je mets pas Loon en fin de match. Voilà, on l'adore, notre Looney, il nous met des buzzers par moment, mais c'est pas c'est pas celui qui va finir 80% des matchs, quoi. Ouais, donc, Il finira s'il reste 5 secondes et que le score est serré et qu'on a une petite touche sur un côté Voilà. à jouer. Ah bah oui, clairement. mais donc pour vous, il y aura plus de line-up qui vont finir les matchs avec Chris Paul qu'avec Looney? Ah, pour moi, Ouais. c'est pour ça qu'il est arrivé. Trop de QI basket, enfin, Aiki basket, pardon. Mais Ouais, il y a- Avec oui même. je pense qu'on a trop cafouillé nos fins de match l'année dernière. Ça a dû grandement agacer le staff et l'ajout Chris Paul, il est fait pour ça aussi, je pense. Ce Complètement. côté gestionnaire des fins de match, même si maintenant l'intersaison il a été critiqué parce que son âge avancé, mais ce côté gestionnaire, ça il l'aura toujours et je pense que c'est pour ça qu'il est là. Les fins de match, c'est plus de pick and roll. Donc, t'as un maestro du pick and roll, pourquoi tu n'utiliserais pas? Ouais, puis Après, surtout c'est que si tu ça peux. marche pas, on change, hein, mais j'ai envie de dire, faut essayer ça, hein, pour l'instant. Non, mais puis surtout même, tu peux faire reposer entre guillemets Steph et le faire jouer plus off-ball, parce que et ça veut dire Également. que et tu utiliserais un peu moins en tu sais Porteur pour de le balle, pick- ouais, en moins en porteur de balle et du coup tu peux mettre quand même Steph entre guillemets dans un corner et faire un pick and roll. Ah ouais. Non, mais ça va ouvrir des Et brèches. Dre, bon après si c'est Dre qui ne regarde absolument pas le cercle, bon, ça va être compliqué. Mais bon, c'est vrai que si t'as dans chaque corner t'as Clay et Steph, bon bah tu viens pas aider quoi. Donc Mais- ouais non, ça ouvre pas mal de possibilités, mais à ne pas oublier que Looney, je pense que bah comme l'air bon c'est toujours un de nos problèmes, Voilà. voilà. Hein. Bah, si on est vraiment en difficulté au rebond sur le match, Looney, il reste sur le terrain, quoi. Ça va Je veux dépendre de dire, la physionomie du match toujours la aussi. Si t'es carte, devant, si t'es derrière. Il y a ça aussi, ouais. Et Saric, vous le voyez éventuellement finir les matchs? Trop de lacunes Oui. défensives. Ouais, pour moi. défensivement, c'est tendu. Si on n'est pas exposé, enfin, après, c'est vraiment un cas spécifique pour moi, Saric, c'est vraiment s'il est dans un gros match, il est vraiment dans son match, ou par exemple que Draymond a un problème de faute, j'en sais rien, mais c'est plus dans un cas précis qu'on aurait besoin de Saric. Comme, Moi, je vois finir les matchs comme Otto l'a fait des fois. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Mais Voilà c'est- pourquoi je posais la question. Non, clairement. Et puis, au-delà de ça, il y a plein de line-up où tu peux mettre Saric et c'est ultra sexy. Des line-up de fin de carton, n'importe où tu mets Steph à côté de GP2, Wiggins en 3, Dre en 4 et Saric en 5. C'est ultra complémentaire. Tu as 2 gros points d'ancrage ultra solides défensivement. Il y a plein de combinaisons comme ça, toi, avec Saric. C'est ça qui est trop bien. Et on peut faire jouer autant 4 que 5, n'est-ce pas, Ouais, Adrien? non, c'est vrai. Il a ce spacing. Ouais, donc, t'inquiète.
va jouer 4, ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez envie de voir d'autres line-up, justement, comme je viens de dire, qui vous emballent avec les ajouts de l'intersaison là? Vous avez pensé? Bah moi j'en ai une, mais Vas-y. j'ai un peu teasé tout à l'heure, mais CP3, Gary Payton, Clay ou Wiggins, Clay, JK et Saric. Pour commencer un carton là? Ouais, genre c'est ça, genre en deuxième quart-temps, je pense. Ce serait pas mal, c'est une line-up comme ça dans le deuxième. C'est ultra Quand solide de Steph n'est fou. pas là. Parce que en fait, je trouve que cette line-up, elle est athlétique, avec quand même. Après, tu peux même mettre Wiggins à la place de Clay, hein. Mais tu défends très fort, on va dire. Bon, Chris Paul, enfin ton 1-5 est faible en défense, mais t'as 3 mecs autour qui sont top tier en défense, tu vois, et qui sont ultra athlétiques. Et surtout, c'est que je pense à ça, c'est qu'après ça peut courir, tu vois, derrière. Clairement. Non, ça colle bien. Et faut se remémorer un an auparavant ce qu'on avait sur le banc. Quand même la différence qu'on va avoir. On avait James Wiseman qui jouait, Anthony Lamb, Jean-Michel Green. Wiseman, il a joué? Non, parce que... Qui est cette personne? Non, parce que moi je l'ai pas vu sur le terrain. Il a fait 4 matchs de suite à 10 minutes. Oh, putain. Non, mais Oui, Steph, Ah, il mais a non. chopé. Bah, d'ailleurs, il est devenu malade. Steve, il a arrêté ça tout de suite. Oui, il l'a envoyé en G-League. Mais oui, au niveau des joueurs et de la qualité des joueurs, on est bien meilleur qu'il y a 2 ans, c'est sûr. Moi, j'ai une line-up aussi, mais très différente. Beaucoup moins de spacing, mais très fun. Juste de la Avec- défense? oulala. Ouais, plus de la Qu'est-ce qu'elle va défense, ouais. prendre? Non, Steph avec JP2 et Kuminga en mode pression tout-terrain de fou. Ouais. Et ensuite, Ouais. 4 et 5, tu te débrouilles avec Dre et Saric, peu importe. Mais t'as les Attends, deux malades en pression tout-terrain. T'as Saric qui shoot ce qu'il a envie de shooter, Steph qui fait du Steph, et Dre en défense aussi. Et je pense que c'est très chiant à jouer. Ouais, quand Ça tu peut joues les être aussi- Clippers sous Boston, Et- là, t'envoies ça? Et je veux que Draymond, il envoie JP2 et Kuminga dans les lobes, dans tout ce que tu veux. On dédunk dans tous les sens et de la pression tout-terrain. Oui, en fait, elle veut Genre du le All-Star Game, en line-up, fait. ouais, non, la line-up où genre c'est hyper relou parce que t'as 2 chiens enragés et s'ils te récupèrent le ballon, ils vont te faire un putain de dunk de l'autre côté. Voilà. Ça manque de spacing, mais j'aime bien, oui. Ouais, complètement. Mais genre sur 1 minute 30, tu vois, juste pour un côté, genre on joue en transition à fond, je trouve ça trop drôle. Voilà. Bon, Et en tout moi, cas, j'en comme ai un. conclusion. Ah non, pardon, vas-y, Martin. Ouais, non, mais j'en ai eu un petit là, juste pour le fun là, parce que c'est vrai que Steve Kerr, il aime bien nous pondre des line-up avec 3 arrières des fois, parce que ça arrive des fois que les équipes adverses jouent aussi avec 3 joueurs de moins de 2 mètres. Un petit Chris Paul avec Steph, GP2, donc ça joue vraiment petit, mais on l'a déjà fait par le passé. Et après JK avec Dre. Donc ça ferait 3 gros défenseurs, 3 gros défenseurs, GP2, JK et puis Draymond toujours sur le terrain, quoi. Mais, Oui. Et ensuite, je pense qu'il faut JP2 garder est ça un en faux tête. petit. Comment? JP2 est un faux petit. Oui, bah oui, Donc, c'est vrai que c'est the little big man comme il l'appelle. c'est pas mal aussi. Je pense Yes. qu'on peut conclure avec les moves qu'il y a eu pendant l'intersaison, c'est qu'il y a beaucoup d'options si tout le monde est là. Complètement. Sachant qu'il y a aussi la 3e rotation qu'on n'a pas plus évoqué que ça, mais Ouais, on qui va le faire. offre Mais pas mal de solutions. tout d'abord, là, on va enchaîner sur la répartition des minutes précises des joueurs principaux. Alors, on va référencer les postes par joueur, mais c'est pour simplifier, hein, bien évidemment que les postes sont hybrides. Donc, poste 1, on veut voir Steph Curry et CP3 à combien de moyenne sur la saison de minutes? Je peux commencer? Let's go. Je vois Steph à 36 minutes. Voilà. Classique d'un All-Star. Même si ces dernières années, il a joué un peu moins. Mais j'ai posé des cierges à l'église. Et du coup, la santé sera bonne cette année. Eh ben, santé on sera va bonne prier à avec toi 36. alors. Hein. Ouah, tu vas tirer sur la corde, hein. Et attends, 36 minutes, la dernière fois qu'il a joué 36 minutes, c'est en 2013-14 avec Marc Jackson. Oui, non mais c'est sûr. Mais après, bon, 36 minutes, c'est pour moi en fait. Je pense qu'il cette année il peut les faire. Enfin, Je sais pas si en fait, c'est- parce que pour moi, il aura moins pour moi, je table sur le fait qu'il sera plus sur le terrain, mais qu'il aura moins besoin de tirer quand il sera sur le terrain.
tirer sur la corde. Quand je dis tirer. oui. Enfin, il va les faire ses Oui, mais kilomètres. en gros, il va quand même faire son jeu off-ball, même si le jeu off-ball, ça demande peut-être un petit peu moins d'énergie que porter la balle. Et encore, lui, il fait Non, mais tellement oui, de il fait des kilomètres sur le sprints. terrain qu'au On est final, d'accord. On est d'accord. ça reste quand même de l'effort. Mais En fait, ouais, c'est je que sais voilà, je tape sur le fait que si bon après, il faut que les deux soient en santé. Hein. Ça, on Oui, bah met après des ça, guillemets à pour tout ce toutes qu'on les dit. équipes, Hein, voilà, hein. parce que voilà, c'est ouais, mais nous on a quand même un Oui, roster assez vieux, plus des exactement. antécédents. C'est vrai. Mais voilà, et Chris Paul a 20-25 minutes. Voilà. Selon. C'est large, 25 minutes. On a demandé d'être précis, Faut Adrien. trancher. Ok, 25. Monsieur. 25. 25. Ok, alors qui est d'accord avec 36 minutes pour Steph Curry? Moi, je le suis pas du tout. Ah, Moi, de j'avais dit 32. Moi aussi. toute façon, je savais que Ouais, j'ai 33. t'étais un hater. J'ai 32 aussi. Moi, je suis sur 32 aussi et ouais, 36, ça me paraît beaucoup. Après, l'année dernière, c'est vrai qu'il est quasiment à 35 minutes quand même. Ouais, mais l'année dernière, il n'y a pas le choix, on est nul. Oui. Et puis, il y a surtout avec le retour d'expérience qu'on a eu, c'est qu'il a terminé cramé, quoi. Donc, c'est ce qui fait un petit peu peur. Donc, 36, peut-être qu'il les a dans les jambes, mais après, sur la durée, je suis pas certain que ça soit le bon plan. Bah, ou alors, 36 dans les matchs serrés, mais comme on va faire plein de blowout, il Voilà. jouera pas les quatrièmes, et du coup, c'est bon, ça fera redescendre Voilà, la on est moyenne. bien comme ça. Merci Mathilde de me soutenir, mais qu'à moitié. Je t'en prie. 2015-2016, où on broyait tout le monde en 3 quarts temps, il faisait 34 minutes de moyenne. Donc en fait, il y aurait eu des matchs serrés, il aurait tourné à 38 minutes. Ouais, mais c'était, ouais. Oui, c'était une C'est autre vrai. époque. Bon, par contre, on peut le dire, malgré ce qu'a dit Adé, on part plus sur du 32 minutes, la majorité. Oui. Ouais. Ouais, D'accord. vous Ouais. êtes contre Désolé. Pour moi, ça veut aussi dire que l'équipe tourne bien. S'il joue moins, ça veut dire qu'on s'en sort mieux sans lui Oui. aussi. C'est vrai. Ouais, Justement, on a 6 pichés à côté, quoi. Ouais. Et donc, Adé, t'avais dit 25 minutes, c'est ça, pour Chris Ouais, Paul? pour Chris Paul. Ouais, je suis sur ce range-là aussi, 24-25. Les autres? Ouais, 24 Moi, j'étais aussi. plutôt autour de 20, mais ouais, ok. Non, moi, j'étais sur 25 aussi. Mais je serais pas surpris qu'il tape les 27. Et d'un point de vue, tu vois, ouais, d'un point de vue management, cohésion de groupe, je pense que quand même Kerr il est sensible à tout ça et je sais Ouais, pas. mais il a je le 38 vois- ans, moi, l'ancien, moi, je le hein. ferais jouer aussi. Je tournerais autour des 25 aussi, mais je pense qu'il jouera un petit peu plus. Et la saison dernière, il joue encore 32 minutes. Parce qu'en Donc, gros, ouais, ça Ouais, fait. mais ça, c'est pas possible. hein. Oui, non, Non, c'est mais pas après, possible. il Non, était c'est pas starter, possible, c'est mais vrai que- mais tu vois, pour lui, pour son ego, est-ce que toi, staff, tu saurais lui faire accepter de diminuer autant son temps de jeu? Non, mais je comprends la réflexion. Dans cette équipe, les égos, bon, voilà quoi. Mais t'as peut-être même sûrement raison qu'il sera au-dessus des 25 et entre 25 et 30. L'année dernière, on avait Jordan Poole à 30, mais on n'est pas sur le même profil. Ouais, Il mais il était à faut 30 parce manager. que Steph Et était oui, après il y a blessé. eu des blessures de Steph, t'as raison. Voilà, Mais mais. moi, ouais, je pense qu'il sera peut-être plus vers les 27, mais on espère un Mais peu du moins coup, il pour sera cramé en mars, quoi. manager. Bah, c'est ça le risque, quoi. On espère qu'il sera à 100%. Ça fait plusieurs années qu'il a des pépins, voire même depuis longtemps, quoi. Au pire moment de la saison. Donc, si En fait, le surtout, moi, fait je de tablais par manager rapport 3 minutes en à. moins, Je tablais par rapport à Steph, les minutes qu'il fait à peu près, tu sais, à faire bon, beaucoup de premiers cartons. Bon, là, il fera un peu moins. Ou il fera en même temps qu'avec. Peut-être au premier carton, on aura le droit, du coup, à longtemps Chris Paul et Steph. Mais surtout, tu vois, bah, il tape déjà les 5 premières minutes du second carton. Il tape les 2 minutes, les 2-3 dernières minutes du troisième et les 4 premières minutes du quatrième. Donc déjà ça, t'es déjà attends, t'es 12 minutes. T'as un carton déjà. Juste à faire ça, donc Non, mais c'est vrai. Je pense que globalement, on aimerait 24-25, mais ça va être plus cette 27-28. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. ouais, c'est ça. Parce qu'il y aura quand même une quinzaine de minutes. mais pour moi, de temps de jeu pour moi sans les deux sont en corrélation. Hein. Pour moi, si Chris Paul joue plus, normalement Steph jouera moins, hein, Oui, ou inversement, oui. tu vois. Bah oui, puisque les minutes sans Steph seront confiées à Chris Paul, donc. Bah, ou à Exactement. Corey Joseph, hein. Non, Corey Joseph ne La jouera petite pas. carte Kojo, mais Il est blessé Tu déjà. sais En qu'il fait- jouera, Adrien, en plus. Non, je ne veux pas le voir parce qu'on a déjà trop de guards. Je ne veux pas le voir. Un guard en plus, c'est non. Tu préfères Quinones? Je préfère pas Non, Quinones. Pod. Je préfère Pod. Rudy Gay.
Voilà. Bon, allez, on Je va préfère- enchaîner poste 2. Combien de minutes pour Clay JP2? Alors, moi sur Klay Thompson, je tablais sur un petit 32 minutes. Enfin petit, c'est déjà pas mal. Et par contre JP2, je l'ai gardé assez bas, autour de 12 minutes, parce que pour moi ce Oula. sera vraiment sur bah ouais, parce que vous verrez après avec le reste, mais c'est pas facile de tout caser dans les 240 minutes. Mais ouais, moi je mets JP2 je lui casse un peu quand même son temps de jeu, mais vraiment sur du temps de jeu précis, sur des guards qu'il faudra tenir, sur les meilleurs guards adverses. Mais Et, j'ai voilà, l'impression, Klay Martin, Thompson, que t'es pas hyper convaincu par le retour de JP2. Bah si, je suis convaincu, mais moi je suis persuadé que nos jeunes peuvent exploser cette année. Alors après, je suis peut-être trop optimiste à l'heure actuelle. Ça, c'est peut-être plus un temps de jeu à la mi-saison. À l'heure actuelle, c'est peut-être plus un GP2 autour des 16-17. Mais ouais, moi je préférerais voir derrière un autre joueur comme Moody, peut-être avec plus de temps de jeu. Ouais, moi je Mais suis plutôt Martin à 10 voilà. minutes. Hein. 10 minutes? Voilà, ça fait mal, mais en fait, c'est un Gary Payton. Faut savoir que c'est un joueur qui a pas besoin de jouer un énorme temps de jeu pour impacter un match. C'est un joueur qui, quand il rentre sur le terrain, il est toujours positif. Et en défense, quand il était en 21-22 avec nous, il avait un énorme impact. Je crois que c'était un plus-minus de 5-6 ou je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, pour moi, quand il va rentrer, ça va forcément apporter du positif. Après, on n'a pas forcément besoin de lui sur du long terme parce qu'on a déjà Chris Paul à faire jouer sur le backcourt. Donc voilà. En fait, moi j'associe un peu de perte de temps de jeu, mais pas au niveau de son rôle et de son importance, hein. Parce que je pense qu'il est très important, mais c'est que le fait que Chris Paul arrive, ça prend une place sur les guards. Et je pense aussi surtout c'est que Jonathan Kuminga va avoir pas mal de minutes et va entre guillemets C'est le ça. remplacer sur ce côté energizer et gros défenseur. Donc c'est pour ça que je le vois perdre des minutes. Voilà. Ok, Voilà, j'entends. c'est parfait. Pour Clay, Moi, les je autres le vois- 32 minutes, c'est bon? Moi, je le vois à peu près sur un temps de jeu à peu près similaire à celui de la saison dernière, dans le sens où et là on arrive vraiment dans les postes un peu hybrides, hein. Et c'est que Oui. GP2 il peut évoluer à tellement de secteurs sur le terrain différents que je pense qu'il peut gratter des minutes quand même, malgré l'arrivée de Chris Paul, malgré l'émergence qu'on espère et qu'il y aura de Kuminga. Je pense qu'il arrivera à gratter des minutes parce que il va jouer sur plusieurs postes différents en fait. Tu parles de De GP2. Ouais. Parce que GP2 en playoff l'année dernière, enfin sur les playoffs face aux Lakers et Kings, il joue 16 minutes de temps de jeu. Donc ouais, après il sera peut-être plus dans ce range là, ouais. Je sais pas. Ok, d'accord. Et les autres pour Clay, 32 minutes, ça vous paraît bien? Ouais. Ouais, moi j'étais sur du 30, mais 30, 32, aussi. Sachant que l'année dernière il était sur du 33, c'est cohérent. Ok, très bien. On va enchaîner sur le poste 3. Quelle proportion pour Wiggins, Kuminga et Moody du coup? Moi j'avais mis 32-34 pour Wiggs. Parce que je pense que de nos 5 titulaires, c'est celui qui est le plus en forme. Il est moins vieux, hein, ou moins tout cassé, on va dire. Donc j'avais mis un bon gros temps de jeu pour Wiggs. J'aimerais bien que Kuminga ait 25 minutes de temps de jeu ou plus, si affinité, on va dire. Et j'avais mis une quinzaine pour Moody, mais je pense que lui, c'est celui qui a peut-être un plancher assez bas pour le moment, mais qui en fait peut monter très très haut pendant la saison. Je pense que son temps de jeu va beaucoup évoluer. Ouais, je suis du même avis. Wiggins 34 minutes, c'est bon pour vous? Ouais, j'ai mis 33, ça me va bien. Parfait. 34 aussi, j'étais là-dessus, moi. Ouais, moi que j'ai noté. Je suis un peu plus petit, moi je suis sur 30, mais ça reste dans le même range à peu près. Kuminga, donc en vrai tout le monde espère qu'il aura 25 minutes parce que c'est bon signe, non? Bah voilà, hein, moi j'avais mis 24, ouais c'est ça, mais c'est ce qu'on espère quoi en fait. Si JK ça se trouve il aura 17, hein, mais ouais non. Bah vu ce que non.
Non, pour moi, vu juste la pré-saison, là, Ouais. Mais oui, en je- plus, il est en forme, là. oui, il est en J'ai forme, failli mais écrire surtout, 32 minutes. Hein. Doucement, fumez, doucement, quand même. mais vous fumez, madame. Je rigole. Mais non, mais ouais, je pense que 25, c'est à peu près Si. coller en fait les minutes de Chris Paul et Kuminga, Ce serait moi, bien. Ouais. ça me choque pas et surtout les faire jouer ensemble le plus possible, ça va l'aider, je pense. Il était à quoi 21 minutes l'année dernière, donc Mm. ce serait la suite logique, quoi. Et enfin, pour Moody, t'avais dit 14 minutes à peu près. Non, je sais plus. 15 J'avais minutes dit une quinzaine, mais 14, c'est très bien. Hein, Oui, je suis dans le range là. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec Moody à savoir. C'est pas les plus faciles à pronostiquer, je trouve. Oui, parce que lui, il peut être à 10 comme peut-être Et je- 17, tu vois. Je pense que justement, ça va être un peu ça en fonction des matchs. Ouais, ça va pas être en fonction régulier. des match-up, ouais. Ouais. des match-up et de qui est en forme aussi. Si GP2 fait une grosse entrée, si Tout à Chris Paul fait. est bon, Ouais, c'est si ça. JK est bon, Mm. je pense que c'est lui qui va un peu être. Ça va être le va bouche-trou. subir. Ouais, il va subir un peu. Ouais. Ouais, c'est chiant pour lui, Moody, parce que enfin, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un shooter en rythme qui shoot beaucoup mieux quand il a plus de minutes que lorsqu'il entre 10 minutes. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir des Oui, minutes. de faire monter de monter en régime, ouais. Exactement, oui, c'est pas un allumeur. C'était pas le bon terme, mais c'est pas un pyromane plutôt, voilà. Pardon. Ok, un pyromane. Mais Adrien, tu disais qu'il allait subir les performances des autres, mais moi je réfléchis plus à l'inverse. C'est plus, Ah ouais c'est si lui, il step up et qu'il devient plus régulier, en fait. Ah Je pense oui, qu'il- non, oui. Il va se rendre plus indispensable que. Oui, ça marche enfin, aussi dans ce il va sens. se rendre plus indispensable, quoi, sur la lignée de ses playoffs. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus dans je vois ce l'impact, que quoi. Ouais, après, oui, ça dépend dans quel Après, sens. d'un Si match tu à vois, l'autre, ça va oui, si bien, tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend. c'est ça. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Forcément, s'il est bon, Gary Payton aura moins de temps de jeu. Peut-être Ouais, Kuminga c'est ça. un petit L'un peu va moins avec aussi. l'autre. Enfin voilà, c'est ça Ouais. aussi. Ça marche aussi dans ce sens-là. Ok, on va pouvoir enchaîner sur le poste 4. On donne quoi à Draymond et à Dario? Moi, je vais entendre quelqu'un. Ouais, moi aussi. Vous voulez savoir que Draymond, l'année dernière, il était à 31 minutes et demie, quasiment 32? C'était ça? Mhm. Oui. Oui. Mhm. Et que toi, tu l'annonces à combien? Alors, là, comme ça, premier jet, quand j'ai fait les temps de jeu bruts, ou alors quand j'ai commencé à y réfléchir un peu plus. Chipote pas, dis-nous combien de Vas-y, temps faut tu peux lâcher, voir là. Dre sur le terrain. Allez Thomas. J'étais sur un premier chiffre à 26 minutes. Je m'attendais à Je- pire. Ouais, non, ouais. mais non, faut pas abuser quand même, mais je pense qu'il aura un peu plus. Un peu comme tout à l'heure, on était sur Chris Paul, j'étais sur du 25 ressenti, 27 au réel. Dre, moi perso, j'aimerais qu'il joue moins, donc j'étais sur du 26 minutes. Je pense qu'en réalité, il sera plus autour des 28-29 avec le staff. Mais donc du coup, parce que je sais que Mathilde m'attendait sur ce sujet-là. Ouais. Moi, en fait, sa diminution du temps de jeu. Alors déjà, je trouve qu'il est au fil des années moins impactant. Que ça soit offensivement, mais aussi là où on l'attend plus défensivement. Et l'année dernière, ça a été, à mon sens, assez flagrant. Ça s'explique aussi par le fait qu'il n'avait pas beaucoup non plus de soutien dans les travaux qui lui sont Oui, notamment les dernières, il travail. y avait pas de profondeur, notamment les dernières. Voilà, c'est ça. Il avait pas de soutien, le soutien qu'il devait avoir derrière. Maintenant, je pense que son job lui demande tellement d'énergie, tellement de débauche d'énergie, que je pense qu'il est meilleur quand il est plus frais. Donc j'espère moi voir son temps de jeu diminuer pour que son temps de présence sur le parquet soit plus impactant en fait. Ok. Ça se bien, tient, ouais. ça se tient. Ouais, ça se Moi, tient. j'avais noté 28, donc j'étais à peu près dans ce que tu dis. Les autres? Ouais, j'avais 28 aussi, moi, donc. j'étais Beaucoup un peu de dans haters. Moi j'avais 30. Hein. Pour moi, Draymond il joue 30 minutes. En fait, c'est pas forcément ce que je voudrais, mais pour moi, Steve Kerr fait jouer Draymond 30 minutes. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est J'en sais bon rien. pour le collectif? Tout dépend Moi, je quel pense- Dre se pointe cette saison. Moi, je pense surtout, c'est qu'avec l'arrivée de Saric, les minutes de Dre vont monter. Voilà. Enfin, vont monter. Non, pas forcément What par rapport à l'année dernière, mais par rapport à ce que vous estimez. Pour moi, il va Ah, faire dans ses le 31 sens- minutes.
Oui, voilà, il va faire ses c'est 31 plus minutes, compatible 32 que minutes. Jamichael Green, tu veux dire. Exactement, parce que Voilà. en fait, ce qu'on oublie de l'année dernière, c'est que je pense que le plan de jeu de Steve, c'était de dire, bah, Jamichael, il peut attraper des alley-oops, il peut stretch, et, Pas stretch. et il peut faire ça sur 10 minutes, tu vois, 10-15 minutes. Tu Non, vois. il peut pas. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est fait. Donc du coup, Ouais. bah, t'as dû faire un choix entre guillemets à faire jouer soit Dre pivot, soit Loon pivot en fait, finalement, quasiment. Ouais. Et donc du coup vraiment jouer petit en plus. Donc moi je pense que il va refaire c'est le même cheminement cette année avec Saric. Mais là il s'est dit bon Saric normalement il va pas déconner au shoot. Bon il saute pas un trottoir mais il shoot. Donc Et Dario, Voilà. on lui met combien d'ailleurs de minutes? Thomas, du coup, t'avais dit Ah oui. quoi? Je sais plus si tu l'as dit. Non, Non, je l'avais on a- pas dit, mais moi sur Dario, j'étais plus sur du 22 minutes. Ah oui, Sachant quand que même. Ah ouais. ouais, sur 22, 20 minutes, ouais. D'accord. Ouais, après ça se tient parce que, enfin ça se tient. Je veux dire, c'est possible parce que Saric, il aura cette importance avec son intelligence de jeu et tout. Moi, je le vois un petit peu plus bas, autour des 17, parce que pour moi, faut aussi, c'est un peu un joueur aussi qui va nous exposer dans la raquette. Donc, si on veut en tirer le meilleur, faut pas non plus trop l'exposer en défense, quoi. Donc, moi, je le mettais un peu moins, mais ouais, on sera peut-être plus proche des 20 ou en tout cas, on sera entre 15 et 20, je pense. 20-22 pour Dario pour moi. Ok. On va avoir besoin de lui. Et il apporte énormément de problèmes lorsqu'il est sur le terrain quand on l'associe à beaucoup de nos joueurs. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir au-dessus des 20 minutes. Ouais, c'est possible. Ouais. On va pouvoir enchaîner et finir par le poste 5, le seul, l'unique, Kevon Looney. Pour moi, il a 24 minutes, Kevon. Ça bouge pas, ou plus ou moins. Il reste là, il fait son taf. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ouais, Oui, il aura oui, ses parce 23 que- minutes. Ouais, 23, ouais. Pour moi, ça bouge pas non plus puisque bah en fait c'est le poste enfin c'est le joueur qui est entre guillemets le plus interchangeable dans notre line-up dans le sens où Kern bah si lui il est bon, très très bon un soir, il peut monter à 30 33, 34 voilà et si un autre joueur performe surtout à l'aile, bah il va voir Looney va voir ses minutes se réduire. Donc c'est vrai que compliqué de le voir au-dessus de 25 minutes quoi. Mm. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment. Si Bah on est de après, la team Lunatics. Bah, ça dépend. Si on le met à 30 minutes, il fait des records de rebond et Mais il va être Il y a épuisé ça. aussi. Mais ouais, ça fait. il va battre Karim Abdul-Jabbar et voilà quoi. Mais Faut le ménager un peu, notre Loon aussi, parce que 2 saisons de 82 matchs, voilà, hein, moi, 25 minutes, c'est son temps de jeu, quoi. Normalement, si on le fait jouer trop, il va commencer à fumer, quoi. Il fait tellement don de son corps en plus. Enfin, c'est Ouais. dans la débauche d'énergie, il est impressionnant. non, Lunatic a vie ici. Bah justement, je vais vous demander quels sont les autres joueurs qui vont faire leur tour dans la rotation au gré des blessures, des absences ou tout simplement parce qu'ils ont le niveau. Par exemple, sur le poste 5, là, qui va rentrer et faire souffler un peu Looney là quand Draymond sera blessé pour un back-to-back ou n'importe. Saric. Ah, mais tu parles des 3e rota? Ouais, je parlais de 3e rotation. Ouais, parce que moi, Même si j'ai compris ta perche, Adé. le cœur a envie de dire Trey Jackson Davis, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis assez intrigué par le joueur. Mais je pense que si on raisonne un peu plus, on va dire Steve Kerr, je pense que Garuba a plus le profil pour venir grignoter quelques minutes. En plus, il a déjà un peu d'expérience. Moi je dirais que ce serait Gay. Ouais, Rudy, ou Rudy Gay, Rudy ouais. Gay. En fait pour Et en moi small five, quoi. bah en fait moi mon truc c'est que pour moi les 3 mecs qui vont jouer pivot l'année prochaine, enfin les 3 joueurs, c'est Saric, Dre et Kevon Looney. Et du coup un mec qui pourrait craquer un peu la line-up, c'est Rudy Gay avec son 6'8", je crois qu'il fait 6'8" ou 6'9", donc ce qui fait entre 2,03 Oui, et il est pas petit, ouais. 2,6. Il doit faire entre ces deux tailles. Le voir rentrer 5 minutes par-ci par-là. Parce qu'en vrai, je pense que, enfin, je pars toujours du principe que quand même Steve Kerr est un peu fâché avec les jeunes. Donc Garuba, il a 21 ans et à moins que, à moins, et Après, ça c'est aussi leur style, c'est que si vraiment Garuba et Davis vraiment, enfin,
impressionnent, ils joueront. Ça, c'est sûr. Après, c'est plus sur le profil, quoi. Rudiger, c'est un bon profil, mais je sais pas si, en fait, il apporte quelque chose de nouveau sur le poste 5. Bah, ce sera pas vraiment en poste 5, tu vois. Pour moi, il sera... Ah, sur le jeu, ouais, bah, en 4, oui. Tu vois, il sera en 4 avec Dre ou Saric ou Kevin. D'accord. Ouais, ok. Toujours dans l'idée du small ball, quoi. Très bien. Et sur les postes de guards, parce que là, on a un peu de monde aussi là qui peut faire son Moi, j'ai un trou. chouchou sur le poste de guard. Vas-y. C'est Podziemski, enfin Brandon Podziemski. Brandy. Bah en fait c'est la prononciation, je l'ai prononcé comme ça dans l'intro, mais en fait la prononciation est un peu spécifique avec Pod parce que ça s'écrit Brandon, mais il faut dire Brandon. Merci, c'était tous foutu de ma gueule. Bah ouais, Merci, et ça s'écrit Podziemski, il faut dire Podziemski. Ah donc, là voilà. là. Maintenant vous savez comment faut l'appeler. Non, mais on va dire entre Lyonnais, on se serre les coudes. Hein. Ouais, bah forcément. On va dire la période en plus. Mais ouais, non, mais moi je suis vraiment chaud sur Podziemski et on en reparlera peut-être par la suite, mais s'il a une petite opportunité, je mettrai bien une pièce sur lui, même si Corey Joseph a plus d'expérience et je pense aura plus les premiers tickets, mais voilà. Ouais, j'aime bien l'état d'esprit de Pods, Splash Pods, pour l'instant. Mais moi, j'ai un peu peur de sa taille, en vrai. De sa taille, dans quel sens ? Il fait 1m95, je crois. 6'4", ouais. Putain, j'ai l'impression qu'il est vraiment plus petit sur le terrain. J'ai vérifié tout à l'heure, j'ai été surpris. En fait, oui, il est pas si petit que ça. Non, 6'5", c'est Moody, qui fait 1m96, et 6'4", c'est 1m93. Ouais. 6'5" sur Basket Référence, donc j'en sais rien. Ouais. Et puis, avec ou sans chaussures, bref. Il y a quand même 92 kilos, quoi. Ouais, non, c'est un beau bébé, quand même. Pas pas ultra mobile, mais physiquement, il est massif, quand même. Ouais. Ok. Qui vous voyez d'autres qui peut éventuellement craquer la rotation déjà. On a fait le tour. Bah, tu vois, après, on a Lester Quinones, mais je trouve qu'il est trop... Niveau talent individuel, il y a du talent, mais je pense qu'il a pas le niveau... Il fera plus de G-League, je pense. Ouais, il a pas le niveau NBA, tu vois. Il va s'éclater dans le garbage time. Bah, en fait, il y a encore un petit bout de potentiel, mais je le sens trop streaky pour l'instant pour craquer la rotation. En fait, pour moi, il a pas il a pas un niveau pour être constant et jouer 5 minutes en NBA ou 5-10 minutes en NBA. Ouais. Peut-être dans une équipe qui joue les fonds de tableau, tu vois, tu l'envoies aux Spurs, il peut jouer, hein, je pense. Mais c'est ça. Après, s'il y a besoin de lui, il fera peut-être un peu le job, mais il faudra pas compter sur lui tout le temps, quoi. Moi, j'ai hâte de le voir. Par contre, les matchs où tu sais, t'as tous les titus qui sont en repos, parce que oui, on va en avoir. J'ai hâte de le voir un peu sur des grandes portions de matchs quand même. Ouais, je sais même pas s'il va être appelé. Hein. Tu crois ? Si, moi je pense. Si, c'est possible, je pense. Mais il faudrait qu'il y ait un ou deux blessés et puis oui, voilà, faudrait qu'il y ait un ou deux blessés et qu'on fasse reposer les mecs qui jouent à la place des blessés, hein, parce que devant lui, il y a quand même Pods, il y a Moody, il y a Peyton. Du coup, il y a Chris Paul qui est forcément voilà. Steph, et il y a Corey Joseph, donc il y a 5 mecs sur les guards qui passent devant lui quand même. Ouais, sauf que je pense qu'un match que entre guillemets tu jettes un peu à la poubelle, il aura envie de le tester et voir ce que ça fait. Là, Corey Joseph, bon bah c'est bon, tu sais ce qu'il vaut quoi. Oui, je suis d'accord avec Mathilde. Et autre facteur, cette année, il y a 15 gars sur la feuille de match. Il n'y en a pas 12. Donc, ça augmente le nombre de personnes qui peuvent rentrer en cours de jeu. Oui. Ouais, bon, après, là où il peut tirer son on en a 14, mais ouais, vas-y. Là où il peut tirer son épingle du jeu, c'est qu'il a un profil différent des autres. Après, je suis d'accord que sur son poste, c'est assez bouché, mais malgré tout, tu vois, il a quelque chose d'un peu différent de ses concurrents, quoi. Mais ouais, contexte peut-être pas forcément favorable pour lui. Ouais, c'est bouché. Vu comme il fera quelques highlights à Surf City, et puis voilà. Ok, on va finir là-dessus sur les rotations, mais juste avant de changer de sujet, on va faire un petit quiz de retour. Est-ce que vous pouvez me citer le dernier joueur à avoir dépassé les 40 minutes de temps de jeu en moyenne sur la régulière? Le dernier joueur à avoir dépassé les 40 minutes de temps de jeu en moyenne sur la régulière. Chez les Warriors. Oui. Chez les Warriors. Non, en général, sauf que Adrien, t'as eu le bon pressentiment, c'était un joueur des Warriors.
C'est un joueur des Warriors. Récent ou Alors, deuxième indice, c'était pendant la saison 2010-2011. Monta Ellis. Monta Ellis. Yes. Ah, c'était rapide pour une Bingo. fois. Bravo, Martin. Oh, Après, allez. là, tu m'as aidé. Oui. Avec l'année, c'était facile, mais. Ah, c'est de la folie, ça existe plus, ça. Ça n'existe plus du tout. 40,3 minutes par match. C'est un autre temps. Oh C'était une autre époque. Ouais, et puis c'était des rotations à 8, même en régulière, et ça tournait à 8-9, quoi. C'est vrai. Bon, maintenant que les rotations sont faites, on va pouvoir se pencher sur quelques interrogations, sujets qui font que la saison des Warriors sera réussie ou pas. Et pour commencer, Mathilde avait envie de parler d'un aspect qui a disparu la saison passée, on peut le dire, c'est notre défense. Ouais, tout à fait. La saison passée, on prend 130... Pardon. On prend 113 points de moyenne par match. Ça fait la 14e défense, donc on était vraiment moyen. Et selon nos standards, on était dégueu. Et on prend un nombre de points hallucinant derrière nos pertes de balles. On est 29e dans la catégorie quand même. On prend énormément de points en contre-attaque. On prend énormément de points dans la peinture. Enfin bref, on est horrible en défense. Et je pense que le vrai souci, et genre j'y reviendrai après, mais c'était nos rebonds défensifs, qu'on prenait pas clairement, on donnait 3 opportunités à chaque fois, donc bizarrement, ils finissaient par mettre dedans. Du coup, je pense que le focus de la saison, c'est qu'il faut donc avoir une meilleure défense, et je pense même quand Dre n'est pas là, faut arrêter de se dire c'est Dre qui dirige toute notre défense, et on en met beaucoup sur ses épaules. Très bon. Et je pense qu'il y a des gars qui doivent step up. On doit retrouver le Wiggins de 2022 parce que il était hyper important défensivement, c'était un monstre, et l'année dernière c'était plus compliqué. On sait que on a vu Kuminga sur l'homme ce que ça donne, et c'est très bien. Je pense qu'il peut encore s'améliorer défensivement, notamment en aide, etc. Et il faut qu'on défende mieux en transition parce qu'on a laissé des dunks arriver en transition l'année dernière, c'était juste pas possible. Moi, Les ça, en pertes de fait, balles, mais ça, je pense qu'on en reparlera. On en a déjà parlé et on en reparlera. Et surtout, du coup, finir les possessions défensives, prendre le rebond. Pas que Loon et Dre, c'est que tout le monde doit step up, tout le monde doit faire le box-out, tout le monde doit travailler. Les gardes, Steph, on sait qu'il prend bien les rebonds, mais tout le monde doit faire l'effort, et c'est pas parce qu'on joue petit qu'on doit laisser 80 rebonds à l'adversaire. Et finir les possessions défensives, c'est primordial pour moi. T'as résumé beaucoup de nos soucis Très bien défensifs résumé. là. Quelqu'un a quelque chose à ajouter dessus? ouais, quand elle a parlé de repli, j'ai pensé à Clay des fois qui traînait Ah ouais, un carrément. peu trop les pieds à mon goût l'année Clairement. dernière des fois. Il Ouais, mais baisse ça la fait tête, 10 ans ça qu'il fait ça. m'énerve. Non, Mais non. Non. Clay, en vrai que c'est très bon on-ball, mais off-ball, enfin on le sait. quoi. Non, je parlais de Bah, là, il vraiment était que du dans l'air, repli. Il ouais. dort sur la Ah, tu- baseline, des fois il dort. Hein. Pardon. Non, là, je parlais vraiment que du repli où l'année dernière, je trouve qu'on l'a trop vu baisser Là, la il tête. était frustré, Clay, l'année Ouais, dernière. frustré, ouais, exactement. Mais Je pense ouais, que non, l'objectif, c'est de remonter au moins genre top 10, top 8 défense, tu vois. c'est indispensable. Hein. Une équipe Ouais. qui est pas top Pas 10 en besoin d'être défense. top 3 non plus, mais Alors après, ouais. nous, c'est vrai qu'on avait une pace qui était, enfin un rythme de jeu, oui, pour aussi. traduire, qui était vraiment très élevé, la deuxième plus grosse de la NBA. Donc en fait, si on veut analyser vraiment plus précisément la défense, faut plus prendre le defensive rating qui se ramène sur 100 possessions. Et là, du coup, on était un peu moins bas, on était 17e de la ligue à 114. Mais il faut remonter dans le top 10, on n'a pas le choix. C'est une équipe qui est hors top 10 au defensive rating, à part d'être sur l'attaque all-time, la meilleure attaque de l'histoire, on peut pas être champion. Donc c'est Et puis c'est obligatoire. aussi notre identité. Et Tout oui, à fait. par le passé, ouais, c'était ce qui a fait notre réussite. Mais je pense Dernier qu'on a titre, on est plus deuxième de défense, hein. potentiel défensivement, par contre. Clairement, on est plus armé là. Ouais. Par contre, il y a quelque chose pour aller dans l'autre sens, l'avocat du diable. Notre cher Steve Kerr, il va être tenté plus qu'une fois de mettre ensemble sur le terrain les splash pots avec CP3. Ce qui l'a amené à déclarer que Clay pourra défendre sur les postes 4. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça fait beaucoup jaser sur Twitter les mêmes marioles et autres trolls qui ont dit oh là là, il fait n'importe quoi, il est vraiment à l'ouest, genre Clay va défendre sur Yanis. Bon, est-ce qu'on peut remettre les pendules à l'heure, s'il vous plaît? Il faut 2 gros défenseurs à côté, ça c'est indéniable. Enfin, deux joueurs à vocation défensive à côté.
Mais quand tu regardes au moins peut-être la moitié des équipes, il y a plein de postes 4, c'est des postes 4. Maintenant, les postes 4 en NBA, ils font 2 mètres et ils font 100 kilos. Déjà, sur l'aspect physique, Klay Thompson, bah, c'est ça, hein, il fait 1m98 pour 96 kilos, une chose comme ça. Ouais, il Donc fait déjà, 220 libs. Voilà, donc, j'ai envie de dire, Ce déjà qui fait, physiquement, ce qui fait il fait quasiment le poids de Kevin. Hein. donc voilà, donc déjà physiquement, il n'y a pas un énorme écart avec la moyenne des postes 4 de la ligue. Bien sûr, quand tu prends les méga stars, bah voilà, mais on parle pas de Klay Thompson qui défend Giannis, hein. Mais Ça va arriver que 2 fois dans la saison, ça. voilà, en plus. Donc, mais moi, je serais pas contre cette possibilité-là. Après, oui, il faut 2 joueurs qui sont un peu plus défensifs à côté autour, mais c'est possible. Non, mais clairement, déjà, ça sera pas tous les matchs, ça sera sur une portion relative. De deux, tu l'as dit, avec l'évolution de son corps, il est bien plus efficace on-ball sur les 4 que sur des postes 1 au premier pas dévastateur. Oui, en plus. Ouais, genre, moi, je le préfère sur Giannis que sur Kyrie actuellement, je crois. Bon, après, Giannis, peut-être pas jusqu'à cette portion, mais Ouais. cet exemple, pardon. Mais Giannis, de toute façon, il y a personne qui l'arrête, donc. Oui, donc voilà, c'est pour ça. Et moi, j'invite tout le monde à aller revoir la série contre les Kings, quand ils se retrouvent sur Sabonis sur le switch, que ça soit post-up, transition, drive, ça passe pas. Hein. Donc, Bah, il allez tient le revoir. contact, hein. C'était Il il tient y a son 3 mois. contact, hein. Il est Ouais. solide. C'était il y a 3 mois. Encore une fois, on a été très dur avec Clay. C'est les Mais petits bon, nouveaux de... d'après certains médias, il est finito, donc on attend la saison Oui. avec impatience. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le renouveau défensif que doivent avoir les Warriors cette saison? Ou on peut passer à autre chose? Ouais, moi, si j'ai une chose que j'ai à rajouter dans tout ça, c'est que c'est l'état d'esprit, en fait, qui va faire la différence. Je veux dire, il y avait un vrai manque au niveau de l'état d'esprit l'année dernière et on a manqué d'agressivité. On sait que c'est toujours compliqué de rebondir sur une saison après un titre et encore plus avec un groupe qui a déjà beaucoup gagné. Maintenant, j'espère qu'on va arriver avec un esprit plus revanchard. Bah, un petit peu à l'image en fait de la saison 2022. Et il y a dans les rotations en fait, il y avait quand même des choses qui étaient cohérentes. Par contre, on avait toujours un temps de retard. Et après, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les replis défensifs et sur les rebonds, sur les écrans de retard, mais ça c'est le problème, il est juste mental, il est juste dans l'état d'esprit. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on retrouve cette saison. Complètement. Moi, ce qui m'avait Complètement surtout énervé l'année dernière, c'était on tenait pas un drive sur les lignes extérieures. Ah ouais, non, c'était Donc fou. forcément, on était obligé de faire des rotations défensives et en plus on n'était pas excellent sur ça. Et, T'es en train de donc- dire qu'on avait Jordan Poole dans l'équipe, quoi. Non, parce que je pense que aussi c'est comme l'a dit juste à l'instant Thomas, c'est que en fait je pense qu'il y avait une moins bonne cohésion d'équipe et que les mecs voulaient pas s'arracher oui. les uns pour les autres. Ah, Ouais, c'est mais sûr. je t'ai tendu une perche, tu l'as pas prise du tout, quoi. Oui, parce que le pauvre Jordan, bon, il avait des difficultés à défendre, mais bon. Des difficultés, oui, mais il avait mais surtout voilà, pas envie, quoi. Voilà, Ah ouais. il avait surtout pas envie. Donc on en Pour revient moi, au même, c'était en ça. fait, c'est l'envie. C'était l'envie parce que les mecs n'avaient pas envie de se tuer les uns pour les autres. Et je pense que cette année, il y a, avec le retour de Gary Payton, de Kuminga Kafin, tu vois, des mecs comme Saric qui sont des mecs qui font, Saric, tu vois, c'est pas un bon défenseur, mais c'est un mec, il se donnera, tu vois, il fera l'effort, donc, Comme Bielitsa, qui était pas un bon voilà, défenseur, exactement, c'est mais- des mecs, tu vois, ils sont de bonne composition, tu vois, ils traîneront pas la patte, donc il y a ça. Moi, outre qu'être une bonne défense, juste retrouver des mecs qui sont dans le combat et l'aide, tu vois, genre si tu vois ton pote se faire graille, bah tu vas l'aider. Et ce qu'on n'avait pas les autres années enfin l'année dernière surtout, où on se regardait un peu, se faire battre sur un contre un et laisser le pauvre Lounier faire la conteste et essayer de prendre un rebond. Donc bon. Clairement. Juste, Adré, fais gaffe quand tu parles de joueurs qui vont au combat, quand même. Oui. On parle. Mais il a mis des gants maintenant, Draymond. Il fait moins mal. Juste Il joue en moufle. T'as évoqué Bielitsa, on peut en profiter pour lui souhaiter une bonne retraite, puisque malheureusement avec les blessures, il doit s'arrêter là. Donc
Merci Bjelica, légende à jamais aussi. Tu t'es occupé de Jason Tatum en fil NBA comme Ouais. personne. Merci à toi. On va enchaîner, changer de sujet, puisque Martin et Thomas ont envie d'évoquer la question des rookies, une gestion qu'on peut souvent qualifier d'épineuse sous Steve Kerr. Thomas, tu veux commencer ? Ouais, allez, let's go. Et plus, si tu veux, je vais élargir même un peu plus le débat que sur les rookies. On va partir même sur un petit peu plus sur la gestion en fait de nos jeunes joueurs. Et en préambule, ce que je pourrais te dire, si on remonte un petit peu le temps, je pense que déjà la saison dernière, en fait, il y avait l'idée d'intégrer les jeunes, de commencer déjà à les intégrer, à les responsabiliser un peu plus, quitte à lâcher quelques victoires au passage. Je pense que le mauvais début de saison l'année dernière sur le plan comptable, au niveau le bilan était pas bon et a forcé en fait le staff à aller vers cette chasse à la victoire en fait qui a un petit peu à un moment donné mis de côté Kuminga et Moody et ça a un petit peu ralenti en fait leur progression. En fait, on a une équipe qui fait on laisse peu de place à l'erreur en fait dès que en fait il y a on a peu de marge de manœuvre et dès que Steph est plus sur le terrain, on sait que ça se complique et que c'est compliqué pour incorporer les jeunes joueurs dans ces cas-là. Quand tu as Steph qui joue et qu'on est à plus 10, plus 15 et dès l'instant où tu commences à faire tes premières rotations et où tu te retrouves où le Steph plus va rentrer Magnus de sur le l'année terrain, dernière. Ah oui. va rentrer sur le terrain et il y a plus qu'un point d'avance, voire 2 points de retard. Ça joue aussi sur la confiance des jeunes joueurs et sur la confiance que le staff a en ces joueurs-là. Je pense que l'année dernière, Kuminga, il a montré des flashs qui étaient hyper impressionnants par moment, par période. On aimerait en voir plus et on espère qu'on va en voir un peu plus cette saison et ça, je vais y venir un petit peu après. Moody semblait déjà un peu plus mature dans son jeu la saison dernière et malgré tout, il a eu un temps de jeu qui a été vachement élagué aussi au fur et à mesure de la saison. Cette saison, je pense que le contexte va être différent. Il me semble un petit peu plus favorable par rapport à tout ce qu'on a expliqué sur la composition de l'effectif cette saison, avec un peu plus d'expérience. Je pense que Chris Paul aussi va beaucoup œuvrer dans ce sens-là. Et du coup, j'avais pas non plus, si tu veux, souvenir d'avoir souvent vu un champion NBA hors reconstruction, tu vois, immédiate après un titre, donner beaucoup de temps de jeu à des jeunes joueurs et prendre le temps en fait de les développer, de les responsabiliser. Donc je pense que là on va attaquer une saison dans un contexte qui sera à ce niveau-là un petit peu différent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des enjeux majeurs de notre intersaison, celui qui va conditionner une partie de nos résultats, ça va être les fameuses minutes sans Steph sur le parquet. J'espère qu'on va avoir un bon début de saison et qu'on va avoir un bilan qui va être vite positif et satisfaisant pour justement ne pas rater l'intégration des jeunes joueurs. Et il faudra pour ça avoir des résultats rapides et vraiment ces résultats rapides passeront aussi par la diminution l'augmentation plutôt de cette marge de manœuvre qu'on peut avoir quand Steph n'est pas sur le terrain. Donc voilà, arriver à mieux gérer ce temps de jeu pour mieux intégrer les plus jeunes joueurs. Et là, je pense que je peux passer la main à Martin qui va peut-être rentrer un petit peu plus en détail sur certains jeunes joueurs justement. Ouais, donc ouais, moi je veux plus partir sur les rookies, on va dire, sur les profils des rookies, parce que voilà, on n'a pas trop creusé sur les rookies, hein, parce que nous, comme l'a dit Thomas, on est dans le win now et c'est un peu compliqué de trouver du temps de jeu pour les jeunes, donc on met pas trop la lumière sur eux. Sauf que cette année, Mike Dunleavy Jr. pour sa première draft, il a quand même drafté 2 joueurs avec un profil très très spécifique. Et donc pour commencer, Brandon Podziemski, drafté en 19, qui a 20 ans, qui est sorti de Santa Clara, donc une fac qui est juste à côté de San Francisco, enfin qui est au sud de la baie de la Bay Area. Et du coup, le profil de Brandon Podziemski, c'est un combo guard assez grand, comme on l'a dit tout à l'heure, 1m96 pour une envergure d'1m97, donc voilà, et puis 92 kilos, donc physique.
Et c'est un joueur qui va pouvoir apporter par son intelligence de jeu. Il a une vraie science du placement sur le terrain. Steve Kerr l'a dit dernièrement, il était impressionné par son intelligence et son placement, même son activité en défense. C'est pas le meilleur défenseur sur l'homme, mais c'est un joueur qui est toujours bien placé au bon endroit. C'était le meilleur shooter à 3 points de sa conférence. Et c'était le 4e meilleur défenseur de sa conférence, alors que c'est un arrière. Donc voilà, c'est un joueur qui trouve toujours un moyen pour impacter le match. Et c'est pour ça que McDonald's l'a pris. Et, même Envergure, donc qui est un site français qui fait des analyses de joueurs, l'avait un peu projeté comme un rôle à la Di Vincenzo qu'on avait l'année dernière. Donc voilà, Brandon Podziemski, ça peut être vraiment un joueur surprise et un joueur qui est capable de rentrer et de quand même apporter, même si c'est un rookie première année qui doit prendre de l'expérience. Donc ensuite, on a Trey Jackson Davis, donc on a drafté en pick 57, qui était un pick de Washington qu'on a récupéré en trade donc avec les Wizards, qui était à la fac d'Indiana. Là, on est sur un profil complètement différent déjà pour l'expérience. Trey Jackson Davis, il a 4 ans de fac, 23 ans. Donc déjà un joueur qui est expérimenté, qui est plus vieux que Minga, et un joueur qui a été important à Indiana avec une dernière saison historique où il finit à 20 points, 10 rebonds et 4 passes. Donc c'est un intérieur polyvalent qui est un peu undersize, il fait que 2m06 mais qui a quand même une grosse envergure de 2m15, il fait 110 kilos, et c'est un intérieur mobile qui est capable de protéger un peu le cercle et aussi d'offrir des passes dans les coupes. Donc ça c'est quand même un profil qui est intéressant dans le jeu Warriors, avec du QI basket comme Podziemski, capable de lire le jeu à l'opposé, d'aller chercher des mains à main. Donc ça c'est vraiment un profil intéressant et un profil qui peut tout de suite être intégré sur le terrain dans le style de jeu de Steve Kerr. Donc voilà, 2 profils qui sont vraiment collés sur la philosophie de jeu de Steve Kerr. Donc à garder un œil en courte saison, ça peut être des joueurs qui ont plus de chances que Ryan Rollins et Patrick Baldwin Jr. l'année dernière. Voilà. Oui, ça peut coller, ça peut rentrer dans la rotation par à coup. Adrien, tu vas pouvoir enchaîner puisque tu as envie de parler d'un thème qui revient de plus en plus souvent au sein de la fanbase depuis 2 ans. C'est le manque de taille au poste 5. Quel est ton avis là-dessus? Tu voulais Dwight Howard? Dwight Howard, pas spécialement, mais j'aimais bien son profil, puisqu'on va dire les rotations sur notre poste de pivot, c'est Looney et Saric, grosso modo. Donc Looney n'apporte pas de verticalité, Saric non plus. Mais dans notre système, on en trouve avec par exemple Kuminga ou par exemple Gary Payton ou même Wiggins au niveau de la verticalité. Mais en tant que pivot, on n'en a pas. Après, on en trouve, comme vient de le dire Martin, chez Jackson Davis. Mais il est jeune. La question c'est est-ce qu'il peut apporter sur des petites minutes par-ci par-là, comme pourrait faire un vétéran comme Dwight Howard qui lui n'a entre guillemets plus rien à prouver. Et là, il était entre guillemets venu aux Warriors pour faire une dernière pige et venir aider et essayer de choper une bague. Et donc, il était, je pense, dans l'optique de venir, bah voilà, si je joue pas un match, c'est pas grave. Si je joue 5 minutes, 10 minutes après, pas grave, enfin, voilà, ça me convient. Voilà, il était là pour faire le bouche-trou, entre guillemets, quoi. Mais moi, ma petite crainte, c'est est-ce que Garuba et Jackson Davis pourront apporter cela sur des courtes minutes? Voilà. Je comprends tout à fait. C'est un profil qui nous manque un peu de rim runner. Mais ensuite, est-ce que ça colle vraiment à notre philosophie de jeu? C'est ça la question en fait. Je pense que Steve Kerr on en a eu par le passé des intérieurs qui étaient en dunker spot, ligne de fond, on en a déjà eu, mais ouais, après. Ça fait longtemps on a vu comment ça s'est passé avec Wiseman. Ensuite, c'était différent, mais. Ouais, c'est différent, mais à l'époque, on a eu Joel Maggie, Festus, Damian Jones, Maggie, même en vrai, si tu reprends Bogut, pouvait le faire aussi très bien. Oui. Il prenait des sacrés lobes. Après, donc, pour l'instant, on a 14 joueurs. Si jamais il y a vraiment besoin, on peut peut-être le. Non, voilà, moi c'était juste mon interrogation. Est-ce que voilà, nos Garuba et Jackson Davis, qui eux, voilà, peuvent faire ces choses-là, ça veut dire attraper des alley-oops
ils sautent haut tout simplement. Est-ce que ils vont pouvoir apporter ça sur 5-10 minutes si on a besoin contre certaines équipes qui le demandent, quoi. TJD, il a un record de dunk sur la saison, il me semble bien, universitaire, où il a claqué En université, c'est le ouais. mec qui a mis le plus de dunks, ouais. Il a mis genre 10 dunks dans un match, etc. Il a le profil, mais ensuite c'est un rookie, donc Voilà, c'est ça. Un C'est rookie, tout. mais un rookie qui est pas trop jeune non plus. Mais Oui. ouais, faut qu'il prenne le temps de s'adapter au jeu NBA, quoi. Exactement. De toute façon, là, ce qu'on demande sur ce poste-là, c'est pour faire l'alternance à Kevin. Hein. C'est pas pour prendre sa place. Hein. Donc, c'est vraiment pour avoir un profil en plus. Je pense que ça sera tout pour cette preview de la saison des Warriors. On vous donne rendez-vous très vite sur SplashPod pour la deuxième partie de l'épisode, qui sera consacrée à nos pronostics de la saison NBA. Un mot de la fin, l'équipe? Let's go Warriors. Let's go Warriors. Okay. Warriors, c'est Let's Go Warriors, et puis Championship or bust, comme on dit. De toute façon, on parle de nos pronostics très bientôt, ça arrive. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Night night.